Le Covid organique ou CVO en gélule, c'est la nouvelle présentation du remède à base de plantes produit depuis des mois par le Madagascar pour lutter contre le coronavirus. Après la tisane largement distribuée sur l'île et également envoyée dans plusieurs pays, essentiellement africains, les autorités ont lancé vendredi la version gélule de cette potion à base de plantes. Selon les statistiques officielles du gouvernement, 7 millions de personnes ont testé la tisane Covid organique à Madagascar, mais à ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé son efficacité. L'OMS avait d'ailleurs mis en garde contre toute tentation de promouvoir sans texte scientifique la potion vantée par le président. L'usine située près de la capitale Antananarivo peut produire jusqu'à 32 000 gélules par jour et détient déjà un stock de 275 millions. Le discours de tout à l'heure, c'est que nous avons distribué 7 millions de doses, ce qui a limité largement la propagation du virus. Et comme vous pouvez constater aujourd'hui, Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. Et aujourd'hui, on a pu constater que l'artisanat seul guérit le coronavirus. Donc ça a été mélangé avec d'autres médicaments, de la vitamine C à forte dose, qui n'a pas marché, mais l'artisanat seul, ça guérit à plus de 70 à 80% des malades atteints du Covid-19. Pour le syndicat des médecins de Madagascar, il est impossible d'affirmer l'efficacité du remède sous n'importe quelle forme sans publication de résultats d'études scientifiques officielles. Madagascar a enregistré 16 493 cas de Covid-19 et 232 décès pour 25 millions d'habitants. À l'ordre du jour de ce dialogue libyen, la répartition des institutions régaliennes, en présence de parlementaires des deux camps rivaux, représentant le Haut Conseil d'État aligné sur le Premier ministre Fayez al-Sarraj et le Parlement de Tobrouk, les discussions à cet effet ont été lancées. Le point qui en a été fait à la presse ne signale aucun incident. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère dominée par un esprit de compréhension et de consensus sur les critères à respecter lors de la sélection des occupants des positions souveraines, conformément à l'article 15 de l'accord politique libyen signé à Skhirat. La Banque centrale, la Haute Commission électorale, la Commission anticorruption sont entre autres institutions visées par cette répartition. Mais au-delà, elle doit intégrer un plan plus global sur la gouvernance de la Libye. Les réunions se poursuivent afin de parvenir à un consensus global sur toutes les mesures liées à l'article 15 de l'accord libyen. C'est sous l'impulsion du Maroc que les frères rivaux de la Libye ont pris ce rendez-vous. Ils entrent dans le sillage des efforts de médiation souhaités par les Nations Unies en vue d'un processus de règlement politique. Pour éviter des regroupements massifs de population, j'ai également pris la décision de fermer les foires et salons, parcs expositions, et les événements se tenant sous de grandes tentes, qu'on appelle dans notre jargon des CTS, chapiteaux, tentes et structures. En pratique, cela veut dire que les congrès, salons professionnels, représentations de cirque sous chapiteaux ne pourront se tenir dans les 15 prochains jours. Les clubs de sport, clubs de fitness resteront fermés également. Je le repréciserai dans l'arrêté qui sera publié dans quelques minutes, de manière à ce que les choses soient parfaitement claires par rapport à ces pratiques sportives qui peuvent représenter également des foyers de contamination. J'ai décidé que tous les équipements de plein air, les stades, les terrains d'entraînement physique, pourront rester ouverts, à condition de rassembler moins de 1000 personnes ou 50% de leur capacité maximum si elle est inférieure à ce chiffre de 1000 personnes. Des marches et des rassemblements se sont déroulés ce lundi en Algérie, notamment à Alger et en Kabylie, malgré l'interdiction de manifester pour marquer l'anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1988 et réclamer un régime démocratique.
Bravant cette interdiction de tout rassemblement public en raison de la pandémie de Covid-19, les manifestants ont réclamé la libération des prisonniers du Irak, le mouvement anti-régime qui a éclaté début 2019. À Alger, entre 400 et 500 manifestants ont tenté de marcher dans le centre-ville avant d'en être empêchés rapidement par les forces de police. Cette manifestation, la première dans la capitale depuis l'interruption des marches du Irak à la mi-mars, a été dispersée et plusieurs personnes interpellées selon le journaliste, forcées de quitter les lieux sur injonction de la police. Le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, une association de soutien aux prisonniers d'opinion, a fait état de plus de 20 arrestations, dont des étudiants. Pour cette journée anniversaire, la police était sur le qui-vive dans le centre d'Alger et des barrages de gendarmerie et de police avaient été érigés sur les routes menant à la capitale selon divers témoignages. Des marches ont également eu lieu en province, notamment à Béjaïa, grande ville de Kabylie, où une gerbe a été déposée devant une stèle en souvenir des victimes d'octobre, à Beni Ourtilan, près de Sétif, à Annaba et Constantine, selon les réseaux sociaux et le CNLD. Les événements d'octobre 1988 ont fait 159 morts selon un bilan officiel et plus de 500 selon les militants des droits humains. Une loi d'amnistie a empêché de désigner les responsables de la répression. Cependant, la poursuite de la division politique, de l'ingérence étrangère négative et des tentatives d'obstruction venant de tous les côtés ont fait perdre beaucoup de temps et d'efforts et gâché de nombreuses opportunités. La détérioration dangereuse et inquiétante des principales institutions souveraines et de services a forcé les deux chambres à faire des efforts exceptionnels pour parvenir à un consensus en unifiant les institutions mentionnées dans l'article 15 de l'accord. Lors du premier tour du dialogue libyen le mois dernier, les délégations de la Chambre des représentants et de l'État sont parvenues à des accords importants sur les mécanismes d'unification des institutions souveraines et nous insistons pour achever le travail sur la question des normes dès que possible. Vous êtes maintenant sur le point de finaliser et de régler un accord historique important sur tous les détails de la mise en œuvre de l'article 15, qui est l'un des principaux fondements de l'unification des institutions libyennes. Nous espérons que cet accord sera signé dans un avenir proche et que ces accords que vous avez conclus, qui sont très importants, seront renforcés concernant les postes. À Tel Aviv, des affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants qui tentaient de passer à travers un cordon de sécurité. Selon le porte-parole de la police, ils ont défilé en violant les restrictions liées au Covid-19. Alors que les manifestations anti-Netanyahou se multiplient depuis juillet pour critiquer sa gestion économique et sanitaire de la pandémie, mais aussi dénoncer la corruption et appeler à un changement, les autorités israéliennes ont annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour une semaine supplémentaire. Je n'ai pas de travail maintenant. J'étais serveuse avant le coronavirus et ils ont fermé tous les restaurants. Ensuite, ils les ont rouverts un peu, puis refermés. Je n'ai pas de revenus ni de travail depuis plusieurs mois et je ne suis pas optimiste sur la situation et j'ai l'impression que ça va être vraiment dur. Je suis venue ici avec un drapeau noir pour manifester contre la situation dans laquelle on est et la peur qu'il n'y ait bientôt plus de démocratie ici avec des décisions politiques irrationnelles. À Jérusalem, les manifestants arborant des drapeaux israéliens ont respecté la distanciation physique et porté des masques. La semaine dernière, le Parlement israélien a approuvé une loi restreignant les rassemblements lors du reconfinement.
La loi interdit aux manifestants de s'éloigner de plus d'1 kilomètre de leur domicile, mais le quotidien de gauche Haaretz a rapporté que des applications étaient apparues sur les réseaux sociaux pour fournir aux internautes la localisation de la manifestation la plus proche de chez eux. Elle a le potentiel pour devenir une légende, une femme noire à la Maison Blanche. Ayant vécu ici et connaissant le travail qu'elle y a fait, je suis certain qu'elle sera une très bonne vice-présidente. Ce débat est meilleur. Kamala arrive plutôt bien à faire passer ses idées, même si Pence déborde encore de son ton imparti et ne répond pas aux questions posées. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on va au fond des choses et c'est ce que l'on veut tous, que les dossiers puissent être débattus. Je l'aime bien, elle est plus en faveur des minorités. Je pense qu'elle est pour la justice sociale et raciale et cela est important pour moi. La police a fait usage de gaz lacrymogène dans la capitale contre des manifestants qui ont brûlé des arrêts de bus et des postes de police selon des journalistes. Plus de 400 personnes ont été arrêtées en 2 jours à Jakarta, essentiellement des jeunes, a indiqué le porte-parole de la police de la capitale qui les a accusés de vouloir provoquer des violences pendant des manifestations. Quelques 9000 membres des forces de sécurité avaient été déployés jeudi dans la capitale et autour pour empêcher l'arrivée de salariés et d'étudiants qui avaient l'intention de manifester devant le palais présidentiel et le Parlement. La police n'avait pas autorisé les manifestations, invoquant le risque de contamination par le Covid-19, mais des jeunes sont descendus dans la rue de façon spontanée dans plusieurs dizaines de villes. Dans certaines cités, ils ont dirigé leur colère contre les parlements locaux en s'attaquant à ces bâtiments. Le gouvernement espère que la nouvelle loi, appelée loi Omnibus, qui vise à réduire la bureaucratie en amendant des dizaines de lois existantes touchant à l'environnement, la fiscalité, le droit du travail et les normes environnementales, va favoriser les investissements étrangers. Mais les syndicats de travailleurs et les groupes de défense de l'environnement ont dénoncé cette loi qu'Amnesty International a qualifiée de catastrophique pour les salariés. Les salariés protestent notamment contre une réduction des indemnités en cas de licenciement et un allègement des obligations des entreprises sur les contrats à long terme.